Roland Gori est psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à Aix-Marseille Université et président de l'association Appel des Appels. Vendredi 18 septembre 2020, Roland Gori présentait son ouvrage à la librairie Ombre Blanche intitulé « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances », publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Une rencontre organisée en collaboration avec le GREP Midi-Pyrénées. Bien, écoutez, nous allons commencer sans tarder. Quelques remerciements. Tout d'abord à René Duclos qui va animer ce débat et que je remercie, qui est un compagnon de la librairie. Et pour ce type de rencontre, souvent, René nous sollicite et nous le sollicitons. Voilà, je lui laisserai la parole pour un accueil de Roland Gori. C'est surtout Roland Gori que je remercie très vivement pour d'avoir accepté. Bon, c'était dans le courant de l'été, au mois de juillet, que Roland Gori a accepté cette invitation. Nous étions encore dans un moment, on va dire, peut-être plus apaisé, un moment de moins grande tension covidienne. Je ne sais pas, il va falloir trouver des adjectifs pour votre prochain livre. Et bon, je crois que vous avez accepté de façon très spontanée ce moment à passer ensemble. J'ai demandé aussi aux amis du GREP de se joindre à nous. Et si je comprends bien, il y aura une retransmission en Zoom, la grande découverte internetienne magnifique qui nous permet d'être les uns avec les autres sans jamais être les uns avec les autres. Bon, voilà. Alors, évidemment, je présente mes excuses à ceux et celles qui sont venus arriver trop tard et qui ne pourront pas assister à cette rencontre, sachant que, comme justement toutes ces techniques permettent des transmissions, vous aurez, certains d'entre vous qui ne peuvent pas être là, auront le débat non pas en direct comme les amis du GREP, mais en différé lorsqu'il sera dans le site de la librairie en podcast. Décidément, on est de plus en plus dans les anglicisations. Voilà. J'espère que vous allez tous parler un peu français. Et je remercie aussi, comme c'est important, on est dans une librairie, l'éditeur de Roland Gori, qui est un ami cher, qui est d'ailleurs pas très loin de votre cité phocéenne, pas très loin de Marseille, qui est Henri Trubert, animateur de cette maison Les Liens qui libèrent. Espérons qu'il arrivera au bout de sa tâche, Les Liens qui libèrent. On aimerait bien déjà qu'il nous libère, qu'il nous aide à nous libérer de cette contrainte qui commence à nous étouffer sérieusement. Voilà, donc merci Henri Trubert, de loin. Il est toujours très actif et nous aurons d'ailleurs d'autres débats avec lui dans le courant du trimestre qui vient, parce que c'est un éditeur très actif dans le domaine de, on va dire, des choses qui concernent la société, la politique et également, d'une certaine façon, votre premier atout qui est la psychanalyse. Il ne faut pas oublier quand même que c'est votre premier métier qui vous a amené à bien d'autres choses et à avoir un regard particulièrement aiguisé sur le social et sur le politique. Voilà, donc merci Roland, merci à vous. Non, je vais vous donner le micro tout de suite. Et voilà, donc en deux temps, une présentation, puis des questions. Merci Christian, bonsoir à tous et à toutes. Merci à Christian et Hélène de m'avoir fait confiance une nouvelle fois pour présenter cet ouvrage de Roland Gori. Donc je suis un des fidèles lecteurs depuis plusieurs années. Peut-être c'est un peu notre famille, je suis un ancien hospitalier aussi, donc certaines des questions qu'il évoque dans son livre me sont très familières et les réponses qu'il y donne. Alors, vous avez vu le titre, si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances. Alors c'est un titre saisissant. Si on se promenait dans les librairies avant le confinement, on était saisi par le titre. D'emblée, paru, Christian l'a dit, aux éditions des Liens qui libèrent, éditeur auquel vous êtes resté fidèle, puisque vous avez publié, je crois, l'ensemble de vos ouvrages. Alors, il faut rappeler que lorsque vous avez écrit ce livre, vous le dites, la pandémie vous a surpris d'une certaine manière en pleine écriture de ce livre. On y reviendra, on en parlera. Alors, c'est une étrange coïncidence. Je commencerai à employer le terme concordance
au regard des questions que vous posez dans ce livre. Étrange coïncidence. Étrange coïncidence parce que l'épidémie est survenue effectivement de façon, alors certains disent imprévisible, d'autres ont d'autres opinions sur cette question. Mais ça m'a poussé, moi d'ailleurs, à lire, je dis ça entre pas, relire Jean Delumeau d'emblée, car les épidémies qui ont jalonné l'histoire de l'humanité ont toujours fait partie de ce qu'on appelait le malheur des temps. Alors peut-être que nous avions un peu oublié ça. Et ces épidémies s'inscrivaient déjà dans un contexte bien particulier, la hantise de l'effondrement, du catastrophisme, dont on se fait l'écho aujourd'hui. Bon, on va s'en épargner, on ne va pas en faire le catalogue. D'ailleurs, vous avez fait une cartographie. C'est le temps dont Camus parlait déjà. Vous voyez que c'est ancien, vous l'évoquez. Le siècle des peurs, déjà vous pensez Camus, et aujourd'hui, alors, effectivement, on y est en plein. Alors, pour vous, vous le dites d'emblée, il ne fait aucun doute que ces craintes sont tout à fait fondées. Il ne s'agit pas de le nier du tout. Et l'effondrement a déjà eu lieu, et le futur s'annonce assez sombre. Il paraît que l'ancien Premier ministre vient de se livrer à quelques déclarations qui font froid dans le dos à l'heure actuelle. Bon, vous vous êtes donné pour objectif dans votre livre d'essayer de nous faire comprendre, je crois, d'élucider le sens profond du discours de l'effondrement, ce qui nous dit de la manière dont nous le vivons, dont nous le ressentons, ce qui nous dit de nos systèmes de pensée, de notre rapport à la temporalité. C'est sans doute de ça dont on va parler. Nous savons qu'il y a un temps pour. Aujourd'hui, c'est le temps de l'urgence. Alors, ma première question, effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet pour permettre d'y aller directement. Est-il encore temps de penser l'effondrement? Parce que les deux termes clés, c'est penser, temps, pensée et temps, qui, je crois, sont au cœur de votre livre. Bien, eh bien, merci. Vous m'entendez? Ça va? Il n'y a pas de problème? Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'accepter ces conditions de recommandations sanitaires, mais elles sont absolument indispensables et je sais que c'est sans doute pour vous important et d'être là et d'accepter, je dirais, les prescriptions qui sont faites. Alors un grand merci à quelqu'un que je considère comme un ami, Christian Thorel, depuis le temps qu'il m'invite à Ombre Blanche dans cette magnifique librairie. Et c'est toujours un très grand plaisir pour moi de venir à Toulouse, où je rencontre des connaissances et des collègues et amis. Et merci donc à René Duclos de ce que vous avez dit. Je vais pas vous répondre tout de suite parce qu'on avait prévu que je parlerais 20 minutes pour présenter mon travail. Donc je ne vais pas répondre à votre question parce que je dirais que c'est presque la fin, d'une certaine manière, de ce que je voudrais dire. Et je suis désolé de vous avoir demandé d'ouvrir la fenêtre, mais c'est vrai que j'ai tout. Je sors du train, c'est un peu dur, on a couru, donc vous voyez, j'ai besoin de quelques conditions d'aération. Voilà. Alors, bon, si vous voulez, moi j'ai un peu l'habitude de travailler d'une certaine façon, c'est-à-dire que je me fais accompagner par des auteurs, bon, que j'estime plus ou moins. Bien sûr, quand ils sont publiés au Lien qui libère, c'est un plus, parce que vraiment, c'est une maison d'édition formidable. Je dois dire que Sophie Marinopoulos, qui est co-éditrice avec Henri Trubert, font un boulot absolument formidable et publie des ouvrages qui le sont. Et quand... alors, Sophie est psychanalyste, donc personne n'est parfait, mais vous voyez, ça accompagne également, bien sûr, le mouvement de cette maison d'édition. Et Henri est un très grand lettré. Et il a été pour moi, dans cette écriture, vraiment d'une aide considérable. Bon, dans les autres ouvrages aussi, puisque je publie chez eux depuis 2011. Avant, j'avais publié dans différentes maisons d'édition, que ce soit de Noël, Alma Michel, RS, etc. Mais vous voyez, là, c'est vraiment un accompagnement dans l'écriture. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, si vous voulez, je voudrais quand même commencer par deux citations. C'est un peu ma manière de faire. Ensuite, je poserai quelques thèses, si vous voulez, et puis j'essaierai de répondre à votre question, qui est très importante, mais je ne peux pas d'entrée de jeu m'y placer, parce que d'une certaine façon, c'est la question aujourd'hui, effectivement, de nos rythmes de temporalité propres à une modernité qui n'a pas trouvé, et c'est peut-être aussi déjà y répondre, mais qui n'a pas trouvé, si vous voulez, au niveau social, l'équivalent de ce qu'elle avait pu produire au niveau technique, scientifique et industriel. Et du coup, ce décalage entre, je dirais, une sagesse exigée et une progression considérable de la force de frappe, c'est de cela dont nous souffrons. Et nous n'avons pas, si vous voulez, le capital symbolique, nous n'avons pas le paradigme symbolique qui nous permettrait
justement de combler d'une certaine façon ce fossé entre un niveau de sagesse extrêmement bas, parce que nous avons hérité du 19e siècle, plein d'illusions, de mirages dont je parlerai, et puis le niveau de développement scientifique, technique, économique, industriel, qui est considérable. Hein, encore une fois, tous les jours, je ne suis pas technophobe, hein, tous les jours, les découvertes techniques nous apportent, si vous voulez, une puissance, mais qui n'a pas de répondant au domaine, je dirais, de développement psychique et social qui est le nôtre. Alors, je commence par mes 2 citations. La première est de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un médecin philosophe résistant, qui s'appelle Georges Canguilhem, que vous connaissez, n'est-ce pas? Et justement, dans cet ouvrage, il y a une déconstruction des notions de progrès comme des notions d'évolution. On va essayer de montrer en quoi, justement, cette idéologie du progrès et de l'évolution a permis de maintenir un immobilisme social qui s'est trouvé donc justement en décalage avec le développement des techniques et des sciences. Et Canguilhem le formule absolument admirablement. Il dit « L'idéologie évolutionniste fonctionne comme auto-justification des intérêts d'un type de société, la société industrielle, en conflit avec la société traditionnelle d'une part et avec la revendication sociale d'autre part. » Donc là, si vous voulez, on a déjà un peu l'idéal. En gros, on est pris dans une propagande du progrès. On est pris, si vous voulez, dans un mirage d'une évolution quasi naturelle des sociétés comparable à l'évolution des espèces, qui a, en quelque sorte, pour effet de dire que les choses se développent au mieux, ce qui n'est pas du tout évident quand on voit, n'est-ce pas, élus des gens comme Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil. Bon, on n'est pas sûr que l'évolution soit si naturelle que ça, si j'ose dire. Et ça, il y a un travail remarquable qui avait été fait par quelqu'un que vous connaissez tous si vous êtes un peu philosophe, c'est André Lalande. André Lalande, vous le connaissez tous pour le dictionnaire de philosophie, qui vaut ce qui vaut, je préfère ne pas avoir à me prononcer, n'est-ce pas? Mais il a par contre écrit un bouquin formidable que vous ne connaissez pas sur les illusions évolutionnistes. Et c'est le premier à avoir vraiment montré, si vous voulez, que ce mirage d'une évolution naturelle des sociétés qui finalement serait alignée sur une évolution naturelle des espèces est une espèce d'escroquerie, et il le démontre philosophiquement de façon remarquable. Donc là, la citation de Canguilhem est une façon de vous dire, non seulement il y a cette déconstruction philosophique que propose André Lalande, mais il faut faire un pas de plus. Peut-être ensuite on poursuivra avec Bourdieu, mais on n'aura pas le temps, mais on pourrait poursuivre avec Bourdieu. C'est-à-dire que parler d'une évolution, c'est une façon de faire un peu le coup de Tancrède dans Le Guépard, vous savez, il faut que tout change pour que rien ne bouge. Et donc, en gros, c'est aussi une façon de vous dire, je vous réponds déjà à moitié, une façon de vous dire que tous ceux qui, finalement, vous parlent du moderne, tous ceux qui vous parlent, n'est-ce pas, du progrès, tous ceux qui vous parlent de ce sera mieux demain, eh ben, vous prennent pour des imbéciles, n'est-ce pas, il faut se méfier des progressistes. Parce que les progressistes sont effectivement ceux qui, au nom d'une idéologie, maintiennent les choses en état. Bon, vous voyez, bon, je ne vais pas vous parler des Amish, hein, je ne suis pas là pour ça. Bon. Mais on pourrait, parce qu'on est vraiment en plein dedans. Hein, je veux dire, si vous voulez connaître un martyr de la mode, n'est-ce pas, il n'y a pas besoin d'aller au Brésil ou aux États-Unis. On a déjà ce qu'il faut en France. Alors, la deuxième citation, elle est de Patrick Zilberman, qui est un spécialiste d'infectiologie et de microbiologie. Et je dois vous dire, je vais vous faire une petite confidence, hein, si on ne l'accorde pas. Hein, on va faire une petite confidence. J'ai passé mon été, n'est-ce pas, sur un certain nombre de bouquins d'infectiologie, d'épidémie et autres. Et depuis, je suis d'une prudence de sioux, vous voyez. Déjà, je regrette qu'Ombre Blanche n'ait pas appliqué un fauteuil sur deux. Parce que si vous lisez Virus de Richard Preston, si vous lisez l'affaire Cobra de Richard Preston, si vous lisez les tempêtes microbiennes de Patrick Zilberman, si vous lisez les livres d'histoire, n'est-ce pas, des microbes, ben, je peux vous dire que quasiment vous ne sortez même plus de votre ordinateur. Je ne parle même pas d'autre chose. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'écrit Patrick Zilberman, et notamment il écrit « Nous avons beau disposer des données nous démontrant la possibilité d'une catastrophe future, nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas ce que nous savons, et dès lors, si la question tient à la croyance et non pas au savoir, pour persuader les hommes,
le porte-parole du catastrophisme doit adopter la position du prophète, prophétiser une catastrophe dont il espère qu'elle ne se produira pas, c'est-à-dire afin qu'elle ne se produise pas. Donc en gros, c'est l'inverse de la performativité, c'est annoncer la catastrophe, si vous voulez, pour essayer de l'éviter. Bon, alors écoutez, je vais laisser tomber mes notes, parce que moi aussi je suis comme vous, je prends beaucoup de notes. Bon. Et je vais essayer de poser des tests. Donc si vous voulez, si on prend les discours de l'effondrement, dont notamment la collapsologie dont vous avez entendu parler, très mise au goût du jour par notamment Pablo Servigne. Bon, il est évident qu'à l'heure actuelle, on peut considérer que tous les signaux sont au rouge, tous les indicateurs sont au rouge, n'est-ce pas ? Et on peut considérer que la réduction de la diversité des espèces, on annonce, je crois, 68% de réduction des vertébrés, que ce soit le trou dans la couche d'ozone, même si parfois ça tend à s'arranger. Enfin, si vous voulez, la plupart, le réchauffement climatique, etc. Bon, par exemple, également le permafrost. À l'heure actuelle, on vous parle beaucoup du Covid, enfin de la Covid et du coronavirus, mais là encore, vous voyez, il faut prendre des choses au sérieux. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on annonce une pandémie à même de détruire l'humanité. En 2003, l'OMS avait dressé le portrait du virus tueur de l'humanité. C'était très simple, n'est-ce pas ? Il était, si vous voulez, très contagieux et peu létal. Parce que si effectivement, si les gens meurent, effectivement, le virus ne peut pas continuer à circuler. Donc, vous voyez, bon, je voudrais vraiment pas trop développer tout ça, mais c'est un point extrêmement important. Si vous lisez, par exemple, tous les travaux de recherche qui ont été faits sur la chute de l'Empire romain, je pense, c'est aussi l'excellent livre de Kilt Harper là-dessus, sur le déclin de l'Empire romain, vous saurez que l'Empire romain, il n'a pas été détruit par une invasion de barbares, mais il a été détruit de l'intérieur, d'une part, par effectivement les problèmes sociaux, politiques, institutionnels d'une société qui avait évolué. C'était plus la même. On parle de l'Empire romain, mais comme toutes les sociétés, on pourra y revenir par rapport à la nôtre, il va de soi qu'à un moment ou à un autre, elles sont atteintes de ce que j'appellerais la pseudomorphose. C'est un mot qui me paraît très important, que j'emprunte à la minéralogie. C'est-à-dire qu'en gros, les apparences sont maintenues, mais la matière a totalement changé. Et alors on revient sur le mot effondrement, parce que quand je parle d'effondrement, ce à quoi je fais allusion, c'est presque un terme de cuisine. L'effondrement en cuisine, c'est l'évidage d'un animal. On le vide de ses organes intérieurs. Si vous voulez, aujourd'hui, en gros, nous fonctionnons sur des concepts politiques qui sont en quelque sorte effondrés, vidés de l'intérieur. Il ne reste plus que la forme, la substance éthique, politique, culturelle a été perdue. Donc, tous les signaux sont au rouge. On sait qu'avant même la pandémie telle qu'elle a pu frapper l'Europe en janvier 2020, il y a un groupe d'experts qui se rassemble chaque année. Et l'horloge de la catastrophe, c'est-à-dire qu'à minuit, en principe, on disparaît, a encore été avancée de 20 secondes. Et donc, avant l'épidémie, avant la Covid, n'est-ce pas, on était à minuit moins 100 secondes. Donc, vous voyez, donc c'est un groupe de comprenant 17 Nobel, etc. Donc, chaque année, ils font un peu le point en fonction de l'état des relations internationales, en fonction de la crise climatique, en fonction des crises économiques, en fonction des inégalités sociales. On est au plus près de la catastrophe. Et on n'était pas encore dans le temps européen, je dirais en tout cas, de l'épidémie. Bon, de la même manière, je ne vais pas développer, puisque c'est pas mon sujet, mais je vous parlais du permafrost tout à l'heure. Il va de soi que le jour où, n'est-ce pas, les centaines de milliers de virus qui sont contenus dans le permafrost vont être libérés par une décongélation, n'est-ce pas ? Et la Covid à côté, ça sera une petite grippette, comme disait quelqu'un. Hein. Pourquoi ? Parce que déjà, rien qu'à l'heure actuelle, il y a 700 rennes qui sont morts parce que des bactéries ont été développées. Il y a un gamin inuit de 12 ans qui est mort à cause d'une infection par l'anthrax liée, encore une fois, à une décongélation de ces microbes. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut prendre très au sérieux. Il faut prendre très très au sérieux tous ces discours de l'effondrement, tous ces discours de la catastrophe, quand bien même ils nous rappellent, comme vous le savez, des discours de l'Apocalypse et des discours millénaristes. Mais je crois que
la toute petite originalité qui a été la mienne, j'en ai peut-être pas beaucoup, mais j'ai au moins celle-là, c'est en gros, et effectivement, comme le disait Christian en commençant, en m'inspirant de ce qu'on connaît en psychanalyse, c'est que quand on se plaint d'une catastrophe, ou quand on a peur d'une catastrophe à venir, n'est-ce pas, ou d'un vide qui va se produire, ou d'une mort qui va apparaître, eh bien, d'une certaine manière, nous ne faisons que projeter dans l'avenir, n'est-ce pas, quelque chose qui a déjà eu lieu, un passé, si vous voulez, que nous avons pu connaître sans avoir été capable de l'éprouver. Donc, je vois, si je suis très simple, n'est-ce pas, c'est la crainte de l'effondrement dont parle Winnicott, n'est-ce pas, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la plainte chez certains patients, n'est-ce pas, la peur d'une catastrophe qui va se produire, d'une mort qui va survenir, quelque chose de terrible, n'est-ce pas, et la pratique, la clinique met en évidence que, en gros, ce que craint le patient a déjà eu lieu pour lui. Ça peut être un traumatisme de guerre, ça peut être un traumatisme d'un attentat, ça peut être, si vous voulez, la perte d'un être cher. Mais il n'a pas été capable de l'intégrer psychiquement. Si vous voulez, un peu à la manière... il n'est pas capable de connaître. Il peut en parler. On a des patients qui vous racontent les accidents de voiture terribles avec des morts et autres qu'ils ont pu avoir étant gamins. Mais, en gros, c'est comme si le sujet n'avait pas été là pour pouvoir éprouver et penser ce qu'il était en train de traverser comme tragédie. Et donc, du coup, ça, il le sait, mais c'est pas de ça dont il a peur. C'est pas de ça qu'il cauchemarde, c'est pas de ça qui est son angoisse, c'est l'angoisse de quelque chose qui va surgir et dont il ne voit pas, si vous voulez, le lien. Alors, pour vous donner, juste parce que je sais que je suis un peu pressé, et que moi j'ai toujours beaucoup tendance à parler en bon latin méditerranéen que je suis, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, c'est un peu comme les garçons de café qui, à Berlin, connaissaient Schopenhauer. Ils connaissaient Schopenhauer parce qu'ils le servaient. Mais ils ne savaient pas qui était Schopenhauer, ce qu'était Schopenhauer. Et bien, de la même manière, n'est-ce pas, cette angoisse, en gros, du vide à venir, ou cette angoisse de la catastrophe à venir, nous la savons, n'est-ce pas? Mais nous la savons à la manière des garçons de café qui connaissaient Schopenhauer. Nous ne sommes pas en mesure de savoir ce que nous en avons déjà vécu. Et ce que nous avons vécu, c'est relativement simple. Je vais développer juste un peu ce point. Ce qui est relativement simple, c'est que la catastrophe, elle a déjà eu lieu. La catastrophe, c'est que nous sommes encore en train de fonctionner dans nos sociétés, dans nos cultures, n'est-ce pas, sur des concepts culturels, politiques, sociaux, qui sont évidés, qui sont effondrés. Alors, je vais faire très très vite, mais prenez par exemple la concurrence. Bon, je ne voudrais pas faire de l'antimacronisme ici, je ne suis pas à tous pour faire de l'antimacronisme, mais quand même, vous prenez par exemple les premiers de cordée, la concurrence, au moins il va y avoir une espèce de... les premiers de cordée qui vont tirer, ensuite les premiers de cordée, enfin bon, bref, bon. Et bien ça, si vous voulez, c'est Spencer. C'est Spencer, c'est Herbert Spencer. Et ça, c'est bidon, n'est-ce pas? C'est totalement bidon. C'est l'idée de Spencer, d'Herbert Spencer, elle est très simple. La morale évolutionniste qu'il publie en 1901, etc. C'est très simple. C'est en gros, il y a une sélection naturelle. Il ne faut surtout pas entraver cette sélection naturelle. Et il ne faut pas que les États protègent les plus faibles, les malades, les mal bâtis, les plus débiles, parce que ça empêcherait l'évolution naturelle de la société. Et donc le concept de concurrence est le concept le plus à même de rendre compte de ce qui est bon politiquement parlant, si vous voulez, pour une société, c'est la sélection. Bon, vous savez bien que les nazis ont recyclé, bien évidemment, ces concepts nazis. Mais, et là je vais déjà un peu répondre à votre question, mais ce que vous savez peut-être beaucoup moins, c'est que la concurrence, c'est aussi le principe cardinal de ce qu'on appelle le néolibéralisme. C'est le principe cardinal de ce qu'on appelle le néolibéralisme, parce que le néolibéralisme n'est pas du tout, comme ça traîne parfois dans les ruisseaux médiatiques, n'est-ce pas, ce n'est pas du tout moins d'État, n'est-ce pas, pour que finalement le marché fonctionne. Ça, c'était les physiocrates. Il ne faut pas gêner la véridiction du marché, et donc il faut qu'il y ait moins gouverne, mieux c'est, puisque la concurrence naturelle va permettre la sélection et déterminer le juste prix du grain de blé. Ça, c'est le libéralisme. C'est mort, ça. C'est le 18e, c'est mort. Non, le néolibéralisme, c'est pas ça. Le néolibéralisme, c'est que les États ont en charge d'organiser la concurrence et de se modéliser sur le marché. Alors, je fais vite,
et je fais le plus simple, mais vous voyez bien que cette catastrophe-là, parce que c'est quand même là-dessus que nous fonctionnons là-dessus, n'est-ce pas, depuis, on va dire, les années 60 en Amérique latine, les années 80, n'est-ce pas, en Amérique du Nord, et les années 90 en Europe. Nous fonctionnons là-dessus. Alors, comme le disait très justement Paul Valéry, n'est-ce pas, la concurrence tend au meilleur marché, mais pas du tout à la meilleure qualité. Alors là, le Covid, il est venu en faire la démonstration. Et c'est vrai que je terminais au mois de février, pendant les vacances de février, je terminais mon livre et j'ai rajouté quelques pages parce qu'il était évident que le temps qu'on disait qu'un hôpital, ça ne peut pas fonctionner comme une entreprise et que, en gros, tous les indicateurs de performance imposés à l'hôpital, imposés à l'université, imposés dans les collèges, imposés dans les lycées, c'était bidon, que ça nous amenait à la catastrophe. Le Covid l'a mis en évidence et ça n'est pas fini. Je viens d'une région où déjà, et j'ai pas mal de soignants, de médecins et autres en analyse, je peux vous dire que les hôpitaux marseillais, n'est-ce pas, ils ont la trouille. Parce que nous sommes dans une situation qui n'est pas très éloignée, n'est-ce pas, de ce que nous avons pu connaître au mois de mars. Donc ça, il faut quand même, encore une fois, le savoir. Donc, vous voyez, voilà la concurrence. Un principe qui est tout simple, n'est-ce pas? Bon, je vous ai tout à l'heure parlé de l'évolution. On pourrait en prendre bien d'autres. On pourrait en prendre, par exemple, cette idée, et après je vais répondre à la question, promis, cette idée très simple que la valeur, elle peut être, en gros, être une propriété émergente de la quantité. Tarification à l'activité à l'hôpital, impact factor dans les universités, palmarès des lycées ou palmarès des collèges, etc. Bon, en gros, il est possible de réduire le qualitatif de la valeur à un indicateur quantitatif. Bon, c'est bidon. C'est complètement bidon. C'est complètement bidon parce que du coup, que ce soit les lycées, les hôpitaux, etc., n'est-ce pas, ils essaient de réaliser le score qui est attendu et ils perdent la substance éthique et de pensée de leur acte. Donc il y a là quelque chose d'absolument terrifiant. Hein. Bon. Je vais quand même essayer de vous répondre, ou je voulais que je continue encore un peu là-dessus ou pas? Bon, c'est comme bon. Donc, vous voyez, alors, un point, ici, je vais quand même en partie vous répondre. Si vous voulez, la grande question de la modernité, elle est tout à fait formulée par la définition qu'en donne Baudelaire. Baudelaire dit, si vous voulez, le moderne, c'est le contingent, le fugitif, le transitoire, hein, pour aller vite. Donc, en gros, à partir de là, on se trouve dans ce que les historiens, comme Christophe Charles, par exemple, appellent une discordance des temps. C'est-à-dire comment articuler présent, passé et futur. Avec, bon, on pourrait passer d'une heure là-dessus, toutes les questions de transmission, toutes les questions d'autorité, crise d'autorité, etc. Bon, on est dans une crise d'autorité. Vous en voulez la preuve? C'est que quand on est dans une crise d'autorité, qu'est-ce que c'est qui se développe à fond? C'est les normes. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'un pouvoir est en crise d'autorité, n'est-ce pas, eh bien, il va s'appuyer sur des dispositifs de normalisation, sur des dispositifs, si vous voulez, de contrôle, de surveillance, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, par exemple, un certain nombre de nos concitoyens acceptent mal qu'on leur demande de porter le masque, acceptent mal qu'on leur demande ceci, acceptent mal qu'on leur demande cela. Bon, sauf qu'à mon avis, ils font la bêtise, en quelque sorte, de se révolter contre un pouvoir par la mauvaise voie, puisque, en quelque sorte, c'est justement en s'appuyant sur des indices et sur des indicateurs qui étaient relativement objectifs que l'hygiène publique a été détournée de sa fonction primordiale et a servi à une biopolitique des populations. Je veux dire, là encore, il s'agit de savoir comment on fait avec l'ennemi. C'est vrai, on a écrit avec Marie-Josée Delvaux au moins 2 ouvrages et plusieurs dizaines d'articles sur la médicalisation de l'existence, sur la manière dont effectivement les pouvoirs pouvaient aujourd'hui se référer à la santé, au bien-être, au développement, à la sécurité, pour imposer aux gens de se soumettre. C'est une évidence. Hein. Sauf qu'encore une fois, il faut savoir le moment où, n'est-ce pas, les prescriptions qui sont données correspondent à un état des lieux qui fait qu'on n'a pas le choix. On n'a pas eu le choix, par exemple, au mois de mars, n'est-ce pas, de rester confiné. On n'a pas eu le choix de prendre un certain nombre de mesures. Pourquoi? Pas du tout pour traiter la Covid. On va traiter la Covid.
On a traité la défaillance des institutions sanitaires à nous prendre en charge. C'est pas pareil. On a traité autre chose, dont je parle aussi dans mon livre qui est extrêmement important. Vous voyez, on a traité le fait d'avoir externalisé la fabrication des bouteilles d'oxygène, d'externaliser les réactifs de test, d'externaliser les masques. Et face à cette pénurie, il fallait bien une solution. Donc en gros, pour dire la chose simplement, ils n'ont fait que traiter leurs défaillances et les défaillances dont ils avaient hérité. L'histoire des masques, j'en parle dans le livre, est absolument grotesque et criminelle. Ça date de 2012, n'est-ce pas? Donc malheureusement, ça tombe mal, si j'ose dire, pour ceux qui penchent un peu le cœur à gauche, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est un point qui est très important, c'est qu'à un moment donné, l'État n'a pas tenu parole. L'État avait un contrat avec l'entreprise Blintel pour la constitution d'un stock de masques de plusieurs millions, etc. Ils n'ont pas tenu en quelque sorte ce contrat et la fabrication, l'usine a fermé, l'usine près de Brest, l'usine a fermé, licenciement, on a cassé les machines toutes neuves, on les a envoyées à la casse, vous voyez, et je dirais la capacité de fabriquer a été exportée aux États-Unis. De toute façon, le groupe américain avait déjà mis la main sur l'entreprise. Bon. Et donc, à partir de ce moment, on a laissé courir. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, ça je vais y revenir aussi, peut-être si je peux me permettre, j'ai 2-3 choses là-dessus. On en est venu à quoi? À de la com. On avait Jérôme Salomon, tous les soirs, qui vous égrenait comme ça le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations, le nombre de ceci, le nombre de cela. Moi, à chaque fois, je prenais un verre de Saint-Joseph pour essayer de me calmer à cette époque. Bon, c'est comme ça que j'ai pris 2 kilos, comme tout le monde, bien sûr, dans cette période. Bon. Vous voyez, donc, en gros, ils ont traité leur défaillance. Mais c'est pas parce qu'ils ont traité leur défaillance que du coup, on va s'exposer, nous, au danger. Mais on a des comptes, bien évidemment, à demander. Bon, je fais vite et je fais ça. Là, par exemple, vous voyez, par ce petit bout-là, vous touchez ce que je vous l'ai dit tout à l'heure par la concurrence. La concurrence, c'est quoi? La concurrence, c'est le moins-disant social. La concurrence, c'est bien évidemment pourquoi fabriquer cher en France quand on peut passer un contrat avec la Chine pour la fabrique des masques ou avec l'Inde pour les réactifs, etc. Vous voyez, et les médicaments. On n'en est qu'au début. Je vous rassure tout de suite, les médicaments, ça va être une catastrophe. On vous prépare d'ailleurs un peu à ça. Et donc, en lieu et place de ce qui pourrait constituer une capacité de penser, ben c'est de ça dont je parle dans mon bouquin. Dans mon bouquin, ce dont je parle, c'est qu'en gros, on a laissé s'effondrer notre capacité de penser et qu'en lieu et place, n'est-ce pas, a émergé sur les ruines de la pensée le pouvoir technocratique, le pouvoir bureaucratique, qui a un pouvoir fascisant. N'est-ce pas? Et prenez Simone Veil, que je cite abondamment aussi dans l'ouvrage. Elle dit, il ne faut pas dire qu'en gros, le fascisme empêche de penser, c'est plutôt l'absence de pensée qui permet l'émergence du fascisme. Alors là aussi, je vous renvoie à mon bouquin, parce que je ne veux pas l'empêcher de poser les questions qu'il a à me poser, mais il va de soi qu'il faut bien voir, n'est-ce pas, si vous voulez, le fascisme, le nazisme, le stalinisme, comme étant en quelque sorte la vérité du capitalisme industriel et maintenant du capitalisme financier. C'est-à-dire, vous voyez, en gros, c'est-à-dire que, mais là encore, moi je ne vous dis même pas qu'il faut supprimer le capitalisme, c'est pas ça le problème. C'est qu'en gros, on a laissé se développer la technique et l'industrie en lieu et place de ce qui était nécessaire, c'est-à-dire une réflexion critique sur ce que nous produisions. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, il ne s'agit pas d'empêcher la finance, ou d'empêcher l'industrie, ou d'empêcher les sciences, ou d'empêcher... C'est pas ça. Il s'agit, au moment où quelque chose se développe par une production, qu'elle soit scientifique, technique ou industrielle, de laisser les gens dans un état de disponibilité psychique et cognitive, d'une certaine manière, et sociale, qui leur permet de réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire, et sur les conséquences, et de dire, ben, là, on n'est pas d'accord. Là, par exemple, ce n'est pas possible. On ne va pas laisser fabriquer des masques, alors qu'on sait depuis 20 ans que, de toute façon, on va être à un moment ou un autre décimé par des pandémies. Le Covid, c'est qu'un truc parmi d'autres, n'est-ce pas? On ne va pas laisser
externaliser la fabrique des bouteilles d'oxygène. On va pas laisser transformer l'hôpital en entreprise et à dire, n'est-ce pas, il faut faire mieux, n'est-ce pas, en étant moins. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, on peut être à la fois à discuter du budget, à discuter finances, à discuter des exigences économiques, et en même temps à faire valoir des prérogatives, n'est-ce pas, en matière de pensée, en matière humaine, de dire non mais là, attendez, vous n'allez pas attendre qu'il y ait une nouvelle épidémie pour pouvoir avoir des lits dédiés à un nouveau Covid. Hein. Donc, vous voyez, et ça, ce que je voudrais essayer de vous dire, mais j'ai pas trop le temps, mais ce que je voudrais essayer de vous dire rapidement, c'est que c'est quelque chose qui existe depuis la fin du 19e siècle. Et que, là aussi, je n'ai pas le temps de vous le développer, mais je l'ai fait dans L'individu ingouvernable un peu aussi, dans un bouquin, n'est-ce pas? Je crois que j'étais venu en parler chez vous d'ailleurs. À la fin du 19e, il y a une contradiction majeure entre à la fois le discours d'émancipation, de liberté, n'est-ce pas, que constituent les Lumières, et j'ai un chapitre sur les Lumières d'ailleurs dans mon ouvrage, tout à fait formidable, ne te fie qu'à ta raison critique, à ta loi morale, n'est-ce pas, sois autonome et émancipe-toi de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même. Discours formidable qui fait flamber les peuples. 1848, c'est le printemps des peuples en Europe. Et puis, à la fin du 19e siècle, où ce discours est un mensonge. Comment voulez-vous, n'est-ce pas, que les enfants qui descendent dans les mines, les ouvriers qui vont se louer, le contrat de louage auquel on est en train de revenir, on démolit le salariat pour réinstaller un contrat de louage qui existait, bien évidemment, dans les siècles précédents. Eh bien, comment voulez-vous, un moment, dire au Canut, à Lyon, ne te fie qu'à ta raison critique, à ta loi morale? Comment voulez-vous que ces gens qui sont prolétarisés du fait que la machine, n'est-ce pas, et les exigences capitalistes les ont privés d'une capacité justement de raison critique, de loi morale? Comment voulez-vous que le taylorisme, dont le principe essentiel est d'instituer des taux de rendement individuels afin de casser la solidarité à l'intérieur des ateliers, ce que vous trouverez écrit, n'est-ce pas, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment le ravi de la crèche, comme on dit en Provence, n'est-ce pas, par le traducteur français de Taylor, hein, de l'Organisation scientifique du travail, qui dit en gros, l'économie c'est des lois naturelles, contrairement à ce que disent les syndicats, et vous verrez que c'est grâce justement aux méthodes contrôlées, segmenter les comportements, etc., prescrire par des experts, c'est par ces méthodes-là qu'on finira par casser la flânerie naturelle de l'ouvrier, n'est-ce pas, et qu'on lui évitera d'être solidaire de ses autres compagnons où il risquerait de ralentir le rythme pour pas qu'on les mette à la porte. Donc c'est écrit, hein, c'est le ravi de la crèche. Il dit en gros que la taylorisation, c'est une façon d'empêcher l'ouvrier de penser et d'être solidaire, donc d'être, si vous voulez, en contact avec ses compagnons. Bon, il ne faut pas croire que ça, c'est les ouvriers. Les ouvriers, c'est 8 à 12% et les employés, aujourd'hui, de la population française. Aujourd'hui, c'est tout le monde, quel que soit le métier. Hein, ça s'appelle l'évaluation. Bon, là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais l'évaluation est le moyen aujourd'hui de tayloriser l'ensemble des métiers, l'ensemble des professions, et de leur faire perdre, justement, et leur raison critique, et leur loi morale, et leur solidarité, si vous voulez, professionnelle. Alors, bon, je vais essayer d'avancer un peu. Si vous voulez, cet ouvrage, par rapport peut-être au précédent, et là, René Hulot a très bien vu, c'est en gros une analyse des discours pour montrer que ces discours, nous devons les prendre au sérieux, mais pas seulement, en quelque sorte, pas seulement, si vous voulez, pour le futur imminent qui nous attend, mais en tant que diagnostic du présent où le passé existe, non pas comme trace ou vestige, mais sous une forme réactualisée. Et donc là aussi, il y a tout un travail que je fais dans cet ouvrage sur la notion d'histoire. La notion d'histoire comme étant, alors peut-être que je vais vous donner l'essentiel qui est donné par Benjamin, une fois de plus, c'est pas moi, hein, c'est toujours le nain sur la tête, sur les épaules du géant. Hein. Benjamin écrit, alors je commente beaucoup Benjamin dans l'ouvrage, notamment L'Ange de l'Histoire, les thèses sur l'histoire, il écrit
articuler historiquement le passé ne signifie pas le connaître tel qu'il a été effectivement, mais bien plutôt devenir maître d'un souvenir tel qu'il brille à l'instant d'un danger. Donc, ce qui veut dire, pour faire vite et pour faire simple, ça veut dire, si vous voulez, que, en gros, le nazisme continue à exister. Mon ami Johann Chapoutot a écrit un ouvrage formidable sur la liberté libre d'obéir, n'est-ce pas, là-dessus, où il a montré justement les points de passage. On n'a pas très bien toujours compris ce qu'il voulait dire chez les historiens, mais c'est un point très important, on n'a pas très bien compris, mais l'essentiel, c'est en gros les points de passage entre le management des hommes, le néo-management des hommes, et le nazisme, et le recyclage, bien sûr, des officiers supérieurs nazis dans les écoles de management. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que Hannah Arendt a écrit, Théodore Adorno, c'est les deux que je cite beaucoup, enfin les trois, je cite aussi Johann Chapoutot, mais je cite beaucoup aussi Hannah Arendt et, si vous voulez, Adorno. En gros, le nazisme qui existe dans nos sociétés, c'est pas les quelques petits couillons nazillons qui vont se balader en faisant le salut hitlérien, qui vont salir des sépultures, c'est pas, ou bien qui vont se faire. Non, c'est pas ça. Le nazisme, il n'existe pas comme vestige, comme trace. Il existe, par exemple, d'une certaine manière de traiter l'humain comme une pièce, de le compter. Si vous lisez La question humaine, hein, si vous avez vu ce film magnifique de Nicolas Klotz, La question humaine, vous vous apercevrez qu'en gros, quand nous comptons les hommes, nous faisons comme les nazis qui comptent les pièces. Quand nous chosifions les hommes, quand nous les instrumentalisons, quand nous les réduisons purement et simplement à une force de travail, n'est-ce pas ? Quand nous déterminons leur valeur en fonction simplement de ce qu'ils apportent économiquement, nous sommes dans un utilitarisme social qui est abominable et qui a participé de la pensée nazie. Donc, si vous voulez, en gros, je dis à un moment donné, dans l'ouvrage, et c'est là où je fais un peu le pont. Bon, j'ai toujours hésité quand j'étais petit, quand j'avais 18 ans, ça rentre pas mal de temps, entre l'histoire et la psychologie. Et j'ai toujours été passionné d'histoire. L'histoire, Irénée Marou, que j'ai connue quand j'avais 18 ans, enfin son livre, hein, pas lui, et ça ne m'a plus jamais quitté, parlait du lien ombilical entre l'historien et l'histoire. C'est-à-dire que contrairement aux positivistes, qui sont des imposteurs, qui sont des faussaires, n'est-ce pas, l'histoire ne s'écrit pas avec des faits. Les faits n'adviennent que par l'acte même de les écrire et de les mettre en scène. Ce que vous retrouvez aujourd'hui chez quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, que j'estime beaucoup, comme Paul Veyne, par exemple, hein, comment on écrit l'histoire. Voyez. Et donc, à un moment donné, je vais faire vite et pour faire simple, on va écrire l'histoire. Et en écrivant l'histoire, on ne se rend pas compte que on fait un diagnostic du présent. C'est-à-dire que l'histoire a une fonction thérapeutique, d'une certaine façon. N'est-ce pas ? Elle vient exorciser le présent, à condition que peut-être l'historien ne le sache pas. Et c'est là où, je ne vais pas trop développer, mais c'est là le lien avec la psychanalyse. C'est-à-dire qu'il est important, n'est-ce pas, qu'on se rappelle sans en avoir le souvenir. Ça s'appelle le transfert en psychanalyse. Mais il est important que du point de vue, n'est-ce pas, de l'histoire, on se rappelle l'histoire sans en avoir le souvenir. Et on a ce travail d'extraction à faire. Et c'est la raison pour laquelle, j'en parle beaucoup aussi dans le livre, les humanités que démolissent depuis des décennies les ministres de l'Éducation nationale, le dernier en date c'est le pire, n'est-ce pas ? Eh bien, il va de soi que ces humanités que l'on va mépriser, parce que c'est les mathématiques, c'est la physique, et bien évidemment les vrais matheux, les vrais physiciens, je ne sais pas si mon ami Bruno Chaudray par là, mais enfin, vous voyez, sont totalement horrifiés de la manière dont les sciences sont utilisées, parce qu'elles sont utilisées non pas en quelque sorte pour ce qu'elles apportent, mais pour ce à quoi elles servent dans le social comme étant d'autres disciplines qui éliminent la capacité de la réflexion. Alors que toute l'épistémologie en sciences montre qu'il est extrêmement important, justement, de réfléchir en même temps, si vous voulez, que l'on cherche. Alors, il y a, juste pour vous donner un autre exemple, il y a un slogan de l'exposition universelle de Chicago, je ne sais plus, c'est de 1933, qui dit « La science trouve, l'industrie applique et l'homme s'adapte ». Eh bien, si vous voulez, ne croyez pas
que nous n'y soyons pas encore. Ne croyez pas que, n'est-ce pas, ça c'est des histoires de 1930. Non, nous y sommes toujours. Et je vais juste terminer là-dessus, c'est ça qui est effondré. Ça ne tient pas la route. On ne peut pas continuer à avancer, à planter sur un sol qui est obsolescent, qui a montré qu'il ne tient pas la route. Ça a conduit aux pires catastrophes. Vous voyez, et donc, cet effondrement, c'est un effondrement d'une révolution symbolique qui a eu lieu et qui a eu son importance, n'est-ce pas, à la fin du XVIIIe et à la première moitié du XIXe, et ce qui s'est développé et implanté et institutionnalisé dans la deuxième moitié du XIXe, c'est-à-dire les principes fondateurs des sociétés thermo-industrielles, ce n'était pas simplement un développement technique ou un développement industriel, n'est-ce pas? Il faut bien voir que si vous prenez, par exemple, la galerie des machines, les expositions universelles à la fin, en 1890, à la fin du 19e siècle, ce n'est pas simplement les techniques. C'est une manière de sentir, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'éprouver, c'est une manière d'être ensemble. Et il y a cette idée, vous voyez, il y a cette idée que cet homme-là, en gros, en se servant de la machine, hier, comme aujourd'hui en se servant du numérique, il va devenir meilleur. Et sans se rendre compte que, bien sûr que la machine c'est formidable, bien sûr que le numérique c'est formidable, la preuve, c'est pas ça. Mais si on ne prend pas la mesure que la machine comme le numérique, comme le dit Berdyaev, que je cite beaucoup, Nicolas Berdyaev également, à savoir, si on ne se rend pas compte que, si vous voulez, la machine ou le numérique détruisent une réalité humaine pour faire advenir une autre réalité humaine, alors on passe à côté de la question fondamentale. C'est-à-dire on ne peut pas être le même avant et après l'introduction des technologies et le développement des industries comme du savoir. C'est plus le même humain. Vous voyez, lui aussi, il souffre de pseudomorphose. Vous voyez, en gros, il a toujours l'apparence de l'humanité, mais ça n'est plus la même humanité. Et pour que cette humanité ne soit pas monstrueuse, il est extrêmement important qu'elle puisse avoir le temps de penser. Et peut-être, pour ensuite juste prendre une minute pour répondre à Radio, citer Hannah Arendt à propos du procès d'Eichmann, où on a très mal compris ce qu'elle voulait dire par la banalité du mal. Ça, on a raconté des âneries là-dessus, mais là, il nous faudrait 1 heure pour qu'on en parle plus sérieusement. Mais je vous donne juste cette citation. Si la capacité de distinguer le bien du mal se révélait liée au pouvoir de penser, il faudrait être en mesure d'exiger de tout être sain qu'il l'exerce, quel que soit son degré d'érudition ou d'ignorance, d'intelligence ou de stupidité. Donc vous voyez, en gros, cet ouvrage, c'est un appel à retrouver une capacité de penser, non pas pour détruire les techniques, non pas pour détruire l'industrie, non pas pour détruire l'économie, c'est pas ça, mais pour la penser et pour prendre des décisions eu égard justement aux problèmes que la technique, l'économie ou l'industrie nous posent. Juste dernier point, et après, je crois qu'on peut passer à vos questions. Mais dernier point, vous voyez, il y a tout un travail que je fais et que je dois à 2 personnes, essentiellement. C'est Walter Benjamin, d'une part, et son commentateur, qui est Stéphane Moses, qui est pour moi son meilleur commentateur, un type extraordinaire. Bon, le fils est extraordinaire, je connais bien le fils, qui est un ami. Vraiment, c'est un travail extraordinaire. Et il montre bien que ça fait partie du sol qui s'effondrait, que nous sommes, quand nous pensons en termes de progrès, d'évolution ou d'utopie, ou de révolution, nous sommes dans une conception du temps qui est linéaire, homogène et déterminée quantitativement sur la flèche orientée vers un futur. C'est-à-dire que quand nous concevons le temps, n'est-ce pas, nous avons, si vous voulez, une espèce de conception d'un temps qui soit une ligne formant une flèche qui nous montre le futur. Et la temporalité, c'est pas ça. La temporalité, c'est pas ça. Et si nous n'arrivons pas à une concordance des temps avec le défi de la modernité, c'est-à-dire articuler, si vous voulez, le passé, le présent et le futur, c'est parce que nous sommes prisonniers.
nous sommes prisonniers de cette conception du temps. Et du coup, étant prisonniers de cette conception du temps, nous n'avons plus que face au défi de la discordance du temps. Benjamin cite Blanqui, le révolutionnaire, n'est-ce pas, qui disait que, en gros, l'univers piaffait éternellement sur place. Vous voyez, à la fin, dans sa prison, et il est complètement désabusé. L'univers piaffe. Nous sommes prisonniers parce que nous sommes prisonniers de cette conception du temps, et que du coup, nous avons une double tentation. Je termine là-dessus. Une double tentation. La première, c'est la pensée réactionnaire. La pensée réactionnaire conservatrice, c'était mieux avant. C'était mieux avant, au temps des origines, le paradis perdu, etc. Ça donne le salafisme, vivre comme du temps des prophètes, n'est-ce pas? C'est dans le pire des cas, si j'ose dire. C'est la pensée réactionnaire. Il y a un livre magnifique de Sioran là-dessus, d'ailleurs. Vous voyez que je cite aussi abondamment, mais je cite beaucoup abondamment. Bon. Et puis, l'autre tentation, qui est tout aussi débile, c'est « ce sera mieux demain ». C'est-à-dire, sacrifiez-vous, mais vous aurez un meilleur indicateur de croissance, vous aurez plus de sécurité, en gros. Et ça, cette pensée-là, c'est la pensée pseudo-progressiste, qui n'a rien à voir avec le progrès. Il faut défendre le progrès contre la propagande du progrès, disait Paul Ferry-Idiot. C'est la pensée, si vous voulez, pseudo-progressiste, et elle est prisonnière de quelque chose qui s'appelle la mode. Et alors, avoir un président à la mode, c'est la pire des choses. Merci. Bon, vous avez répondu par avance à beaucoup de questions que je voulais vous poser, mais il m'en vient une en tête. Après vous avoir écouté, je voudrais interroger le psychanalyste sur les questions que je me suis posées en vous lisant. Cette incapacité à éprouver aujourd'hui, que vous mettez en avant, ce n'est pas quelque chose qui, comment dire, existe depuis la nuit des temps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, n'a-t-il pas fallu, effectivement, à des auteurs, à des penseurs, eux-mêmes vivre l'extrême dans des camps de concentration, entre guillemets, pour éprouver, penser eux-mêmes cet extrême, l'éprouver dans leur chair, l'éprouver dans leur corps? Je pense à Primo Levi, je pense à bien d'autres auteurs. Je pense aussi à Georges Saint-Brun, qui disait à un certain moment que même quand on disait aux hommes qu'il y avait le crématorium en face, ils ne voulaient pas y croire. Donc cette incapacité d'éprouver, entre guillemets, n'est-elle pas consubstantielle, entre guillemets, à notre statut d'être humain, à notre condition d'être humain? Freud disant, si je me souviens bien, nous ne sommes pas descendus trop bas parce que nous n'avons jamais été aussi haut que l'on croyait. Donc ce problème d'être dans les capacités d'éprouver, on le voit avec le Covid. Tant que ce n'est pas arrivé, tant que nous ne l'avons pas vécu, nous ne le ressentons pas d'une certaine manière. Et j'allais dire, quand nous le ressentons, c'est presque trop tard. Et cette littérature concentrationnaire, je pense au désespoir d'auteurs comme Charlotte Delbo en particulier, qui ne sont pas arrivés, malgré tout, à faire partager ce qu'ils avaient vécu. C'est cette question que je voudrais vous poser dans une cure psychanalytique. Quels sont les moyens, entre guillemets, parce que finalement, en vous écoutant, je repensais aussi que ce travail de remémoration, ces auteurs l'ont fait, mais ils l'ont tous fait dans des conditions extrêmes. Je pense à Chalamov, qui se rappelait, ou à Primo Levi, qui se rappelait de Dante. Est-ce qu'effectivement, il ne faut pas être placé dans des conditions terriblement dures pour cesser d'être désinvolte? Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne peux pas répondre à votre question parce que, d'abord, je ne sais pas psychanalyser les hommes de la nuit des temps. Donc, j'ai une limite de mon expérience. Je fais un travail analytique avec des gens de mon temps. Donc, c'est un premier point. Le deuxième point, je suis un lecteur de Primo Levi et de Charlotte Delbo, notamment, énormément. On a d'ailleurs organisé, Marie-Josée, la venue de Guylaine, de Guylaine Dunant sur l'ouvrage qu'elle a consacré à Charlotte Delbo. Mais quand vous lisez Charlotte Delbo ou l'ouvrage de Guylaine, qui est très, très émouvant, ou Primo Levi, je ne sais pas s'ils ont fait un travail de rémémoration. Si vous voulez, je ne peux pas dire. J'ai une certaine pudeur par rapport à... non, ce que montre leur écriture, c'est que ce qui a permis la survie, il y a le livre quand même de Primo Levi sur les naufragés, les survivants et naufragés.
ce qui a permis la survie, c'est les bribes d'humanité auxquelles ceux qui étaient déshumanisés par des salauds, enfin, la chose simplement, hein, des salauds banaux en plus. Hein, bon. C'était justement pour Charlotte Delbo de penser à des personnages de théâtre qu'elle avait connus. Voilà, vous voyez, avec Louis Jouvet, dont elle a été la secrétaire. C'est des dialogues imaginaires. C'est aussi des récits qu'elle faisait, ou des mises en scène qu'elle faisait avec ses camarades de malheur, de tragédie. Non, pour moi, aussi bien chez l'un que chez l'autre, mais encore chez les autres. Mais encore une fois, je ne me permettrai absolument pas d'en dire quoi que ce soit, d'autre que ce qui nous rapporte de l'horreur, ce qui nous apporte des industries d'anéantissement qu'ont pu constituer les totalitarismes, les régimes totalitaires, c'est que dès qu'on peut un peu faire un pas de côté par rapport à l'horreur grâce à la littérature, grâce à la parole, grâce à la solidarité. Il faut bien voir que la survie qui a toujours été dans les camps de concentration, les témoignages qu'on a, a été plus grande là où il y avait une solidarité politique, soit les communistes, les gaullistes, etc., là où il y avait une solidarité de région, de fraternité. Hein. Donc, en gros, voilà, les témoignages qu'on peut avoir, c'est ça. C'est-à-dire que là où même au milieu de l'horreur, des industries de l'horreur, parce que j'insiste sur ce mot quand même, hein, des industries de l'horreur, quelque chose subsiste du côté de l'humain. Pourquoi je me mets très en colère, par exemple, contre notre ministre de l'Éducation nationale? Mais qu'est-ce qui lui prend à créer un conseil supérieur de l'éducation nationale où il met que des positivistes, des cognitivistes et des neurobiologistes? J'ai beaucoup d'estime pour un neurobiologiste, parce que d'ailleurs, au début, c'était ce que je voulais faire comme recherche, donc j'ai beaucoup d'estime là-dessus. Mais il met des gens, comme Stanislas Dehaene, etc., pour qui l'enfant est un logiciel d'apprentissage. Il le dit, hein, écoutez ces émissions sur France Culture, vous le verrez, n'est-ce pas? Il y a là quelque chose de monstrueux. Pour moi, un enfant, c'est pas un logiciel d'apprentissage. Vous voyez, pour moi, on n'est pas le cerveau. On sait comment le cerveau apprend la lecture. Vous l'avez dans les textes et dans les déclarations de Dehaene. Mais c'est épouvantable. C'est pas le cerveau qui apprend la lecture. Hein. En tout cas, le mien se serait mis en panne si ça avait été uniquement le plaisir d'apprentissage. Il y avait autre chose. Il y avait des jouissances corporelles, il y avait des jouissances de la curiosité, du savoir. J'étais un enfant, j'avais envie de jouer, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de toucher. Je regardais les cuisses de ma maîtresse lorsqu'elle nous apprenait l'alphabet, etc. Enfin, j'étais pas un logiciel d'apprentissage, bordel de merde. C'est pas possible qu'on dise des choses pareilles. Mais ça me mettrait vraiment en colère, ça. Je suis doux, mais là, vraiment, ça me met en colère. Donc, vous voyez, ça, c'est monstrueux. Et vous voyez, ça, c'est un peu dans mon bouquin. C'est-à-dire, mais attention, je veux dire, c'est formidable, l'ordinateur, tout ce que vous voulez, les techniques, la microchirurgie, aujourd'hui, enfin, il y a des trucs qui se font, c'est incroyable. C'est des trucs totalement incroyables. Et on ne va pas, en gros, monter les gens contre la technique jusqu'à ce qu'ils se mettent à casser les ordinateurs et autres, alors que c'est parce qu'il y a simplement des cons qui ne savent pas s'en servir et qui veulent simplement qu'on les apprend à se servir de l'ordinateur comme un singe qui va taper sur un clavier. Et on n'est pas, c'est pas pour ça. Donc c'est là où je dis, ben oui, continuons l'industrie, si on doit continuons la technique, continuons le savoir, mais attention, créons des espaces de réflexion critique qui disent là, pas question. Ça, non. Ça, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose, vous voyez, qu'un temps simplement minimal. Oui. C'est fondamental. Et en plus, hein, les amis que j'ai qui sont des scientifiques durs, hein, je pense, moi je me souviens
je mets son nom, peu importe, du président de l'université de Toulouse, qui nous avait écrit à l'appel des appels pour dire à quel point il était malheureux, lui, mathématicien, je mets son nom, peu importe, il était malheureux, lui, mathématicien, de la manière dont on utilisait les chiffres. Parce que son rapport aux chiffres, c'était pas celui-là. Donc, en gros, attention, quoi, on est en train de corrompre, parce que dans l'ouvrage, il y a cette idée, quoi, cette idée d'une espèce de corruption. Corruption de la pensée, vous voyez, par quelque chose qui s'appelle la cognition. C'est très intéressant, la cognition. Moi, les cognitivistes, je ne suis pas contre, ça m'intéresse. C'est pas ça. C'est qu'un arrêt montre bien. En parler en termes de cognition, c'est une espèce de production industrielle du savoir. Mais est-ce que cette crise de la pensée dont vous parlez, est-ce qu'elle ne se fait pas sur un terrain fertile, sur un terreau fertile aujourd'hui, c'est-à-dire le terreau du consumérisme en particulier, du fétichisme de la technique, c'est préparé d'une certaine manière et ça encourage une forme à la fois de paresse intellectuelle et d'addiction aussi, de forme d'addiction aux chiffres qu'Alain Suppiot a bien défini dans la gouvernance par les chiffres. C'est aussi le capitalisme à voir avec le quantitatif. C'est aussi, j'allais dire, une forme de facilité. Penser, c'est compliqué. Penser, c'est difficile. C'est surtout angoissant. Et c'est angoissant. C'est surtout angoissant. Là, vous touchez un point qui est très important. C'est surtout angoissant. C'est-à-dire que penser, mais là aussi, moi j'en parle dans le bouquin, je suis désolé, vous me disiez, je jeterai un coup d'œil, je ne peux pas le développer. Mais penser, c'est mettre en sépulture les événements. Vous voyez ? Il y a un travail de sépulture au niveau de la pensée. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui est angoissant et douloureux. Et par conséquent, moi je ne dirais pas que le consumérisme ou l'hédonisme nous aide à ne pas penser. Je dirais que c'est parce que nous avons peur de penser que ça requiert de devoir surmonter l'angoisse et le deuil que nous trouvons des compensations dans les différents modes d'addiction, de consommation. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, ma position, c'est celle de Simone Veil. C'est pas le fascisme qui écrase la pensée, c'est que quand la pensée est écrasée, le fascisme émerge parce qu'il est ce qui vient à la place. Et vous savez, ce qui est un peu terrible dans tout ça, c'est que quand on relit les auteurs que vous citez, Simone Veil, Walter Benjamin, peut-être mettons entre parenthèses, ils ont énormément souffert. C'était des prophètes. Benjamin, une vie tragique, il n'a pas été compris. Il n'a pas été compris, y compris par ses amis. Simone Veil, n'en parlons pas. Est-ce qu'il n'y a pas au fond de quoi désespérer, entre guillemets, dans la mesure où ces auteurs, qui sont extraordinaires, parlons pas de Marc Bloch, écoutez, on les reconnaît aujourd'hui comme des gens très importants, mais au fond, ils ont payé un prix très très fort. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que Benjamin a payé un prix plus fort qu'Hannah Arendt, qui a su, d'une façon très, très pugnace, était capable de vivre et de survivre. Benjamin, il y a quelque chose de très mélancolique chez Benjamin, et comme vous le savez, il s'est donné la mort à Portbou lorsqu'il a été arrêté par la police en craignant d'être remis aux autorités françaises qui risquaient de l'envoyer à ce moment-là en Allemagne dans les camps de concentration. Oui, vous avez raison, on paye le prix de la pensée. C'est un prix. Bon, après, on le paye de manière plus ou moins égalitaire, hein, je veux dire, en fonction de son capital social, en fonction de son capital symbolique, en fonction de sa structure psychique, en fonction de l'époque. Bon, mais oui, bien sûr. De toute façon, si vous voulez, c'est ce point-là qui est important, c'est que, regardez par exemple, bon, on va prendre un exemple, vous avez un peu entendu parler de l'appel des appels qu'on a initié avec Stéphane Chévenry il y a plus de 10 ans. Ce qui est incroyable, c'est un mouvement formidable. Dommage que Bruno Chaudret ne soit pas là, il pourrait aussi en parler. Ah, tu es là, alors tu pourrais aussi te manifester, surtout quand je parle des scientifiques quand même. Hein, bon. Mais souvent, l'appel des appels, donc Bruno et Marie-Josée pourront en témoigner, n'est-ce pas, souvent, on entend, mais tout ça, c'est bien beau, mais une nouvelle fois, on va parler, il faudrait agir. Et donc, il y a implicitement
comme dans les autres collectifs, n'est-ce pas, il y a implicitement ce mépris, cette disqualification, même chez les meilleurs, cette disqualification involontaire de la parole. Et pourquoi? Alors là aussi, j'en parle beaucoup, si j'ose dire, dans le bouquin. C'est parce que, grâce à Benjamin aussi d'ailleurs, Freud, Lacan, bien sûr, Winnicott, mais Benjamin aussi, parce que nous confondons, n'est-ce pas, dans le pouvoir du langage, ce qui est de l'ordre de la communication et ce qui est de l'ordre de la révélation. C'est-à-dire, si vous voulez, ce qui est de l'ordre de la communication, vous en avez la figure obscène dans la com, dans la publicité, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans les informations consommables immédiatement. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on peut vous dire en février, le masque, ça ne sert à rien, et vous l'imposez, n'est-ce pas, en septembre. Bon, vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, c'est une parole à responsabilité limitée qui, si nous étions encore en République, amènerait celui qui la prononce à démissionner. À démissionner. Bon. Donc, si vous voulez, ça, c'est la com, c'est le verbiage, comme disait Benjamin. C'est-à-dire, c'est le pouvoir du langage qui a été effondré, évidé du risque que l'on prend à dire. Hein, ce qu'on trouve chez Foucault, par exemple. Hein. Le courage de la vérité, c'est... Bon. La révélation, c'est pas ça. La révélation, elle est du côté de dire le vrai, étant entendu que le vrai n'est rien d'autre que l'horizon à partir duquel, n'est-ce pas, on démasque le faux, si j'ose dire. Donc, vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en gros, bon, il faudrait le reprendre aussi, je l'avais travaillé dans le bouquin, dans un des bouquins précédents, je sais pas lequel, mais peu importe, chez Benjamin, à propos de l'œuvre d'art. Car Benjamin montre bien, ce qu'on trouve aussi chez Tolstoï d'ailleurs, il montre bien que lorsque l'art est pris en tension entre deux pôles, le pôle de l'exposition, de la jouissance esthétique du beau, qui est massive à la Renaissance, n'est-ce pas, et Tolstoï s'en prend beaucoup à la Renaissance, moi pas, hein, j'adore surtout Quattrocento, n'est-ce pas, mais Tolstoï dit ils ont voulu désacraliser l'art et en jouir pour sa beauté, pour son esthétique, et ils ont fait perdre le sacré. Bon, ça c'est ce que dit Tolstoï. Bon, bien sûr, il y a, comme vous savez, chez Tolstoï, toute une christianisation derrière la revendication que l'art, mais c'est vrai, il a aussi raison, l'art relie, comme la religion. Il y a un aspect sacré dans l'art. Chez Benjamin, dont je suis beaucoup plus proche, vous en doutez, chez Benjamin, il montre que c'est pas ça. Il montre qu'en gros, il y a une tension entre le pôle de la jouissance esthétique, l'exposition, et le pôle de l'exigence éthique, de l'exigence sacrée. Où là, et ça c'est très important, parce que si vous faites un lien comme ça au passage, la technique aujourd'hui, nous avons cru qu'elle était neutre. Or, quand vous citiez Camus, qui est un de mes maîtres sur le siècle de la peur, ses éditoriaux de 1946, on voit bien que la technique n'est pas neutre. Elle peut être meurtrière et déshumanisante. Et je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. Et cette tension, je crois qu'elle est très importante. Il faut la maintenir. Et on voit bien comment aujourd'hui, cette tension, elle est réduite dans sa part la plus futile, la plus éphémère, la plus mortelle pour le moderne, c'est-à-dire le fugitif. C'est-à-dire qu'en gros, une parole n'a de valeur qu'au moment où on l'a dit. Après, c'est fini. On n'est plus comptable. Et ça, c'est terrible. Et donc, le drame du politique aujourd'hui, c'est qu'il a perdu cette fonction du sacré. Et d'ailleurs, cette perte, le sacré n'étant pas le religieux, là aussi, il faudra en parler pendant une heure, n'est-ce pas ? Cette perte, elle est très importante parce que vous voyez bien comment elle peut être recyclée par des mouvements extrémistes qui soient d'origine ou d'apparence religieuse, comme le salafisme, le djihadisme, etc., ou qui soient, si vous voulez, des extrémismes populistes, illibéraux, etc. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, vous voyez, en gros, nos démocraties libérales, elles ont réduit la tension qui existe en permanence pour tout le monde et en politique entre l'exposition, la forme, si vous voulez,
Et puis, le fonds sacré, pour faire très vite, n'est-ce pas, le fonds de révélation, le fonds où vous êtes engagé, mais il faut une tension entre les deux, nécessairement. Voyez. Et on a réduit, aujourd'hui, justement, cette tension au bénéfice de la forme. Et vous avez le pire, vous avez la publicité. Et ça, vous l'avez chez Benjamin. Il montre bien que cet évidage de la fonction de révélation du langage eh bien, se transforme dans ce qu'il appelle en technique de verbiage. Et il anticipe en disant, c'est les médias qui vont développer là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez. Parce que très franchement, c'est à peu près les seules choses qu'on écoute à la télé ou à la radio avec Marie-Josée, c'est les informations. Et je vous jure que c'est terriblement déprimant, pas simplement par le contenu, mais essentiellement par la syntaxe. Ma dernière question portera sur les régimes de croyance, justement. Vous dites qu'il y a une crise, mais on est gouverné par des croyants, d'une certaine manière. La croyance au progrès, la croyance en un progrès linéaire. Donc, ces gens-là fonctionnent sur des croyances presque inébranlables. Comment les convaincre de changer de logiciel? Parce qu'on a vraiment le sentiment que même on nous dit que tout va changer, qu'il y a des plans de relance, mais le sentiment qu'on a, c'est qu'il n'en est pas du tout question, et que c'est le marché, encore une fois, qui dicte sa loi, et que, d'une certaine manière, ils n'ont pas changé du tout leurs croyances. Alors, cette question que je voudrais vous poser, sur l'avenir, vous semblez assez pessimiste, mais l'ultralibéralisme a encore un avenir. Oui, non, mais là, vous faites le lien avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que, si vous voulez, je crois que nous avons affaire, effectivement, et je l'ai un peu cité tout à l'heure, à des croyants dans l'homme comme auto-entrepreneur de lui-même, n'est-ce pas? Bon, on parlait comme Foucault, et toujours cette idée que, en gros, le meilleur, c'est ce qui sera le résultat d'une sélection qui est naturelle. En même temps, c'est très vieux, tout ça. Et on arrive... Vous voyez, mais là encore, il faudrait des heures et des heures, parce qu'on voit bien comment, justement, c'est... En gros, vous êtes dans le domaine du soin, de l'hôpital, c'est un mépris de tout ce qui est vulnérabilité. Et ce mépris de tout ce qui est vulnérabilité, vous avez le livre de Philippe Lançon qui est sur voilà, le Lambeau, qui est, comme vous le savez, un rescapé de Charlie, où il montre bien, en quelque sorte, comment l'assistance publique, je ne sais pas les citations, mais je crois que je les donne dans le livre, hein, je crois bien, l'assistance publique, ce sont des gens dévoués, épuisés, maltraités, avec des salaires de merde, qui font leur boulot comme ils peuvent, au mieux, et qui sont gouvernés par des gens, dit-il, dont au début il s'est demandé comment ça se fait que ces managers puissent gouverner l'hôpital alors qu'ils n'ont ni d'empathie ni de connaissance du soin. Et il dit après, j'ai compris, c'est justement parce qu'ils n'ont pas d'empathie et qu'ils n'ont pas les connaissances du soin qu'ils peuvent gouverner l'hôpital. Et c'est ce à quoi nous insistons. Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est que là, bon, vous le savez, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, moi, j'en parle un peu dans le bouquin, mais en gros, j'ai aussi écrit un texte qui m'a été demandé par Emmanuel Hirsch pour un livre sur les épidémies. N'est-ce pas Martin, hein, Emmanuel. Martin, je pourrais peut-être dire. Mais non, c'est vrai. Bon, oui, et là, justement, en gros, je l'ai intitulé de l'exigence du métier d'un soignant, parce qu'on a vu comment, quand même, au cours du Covid, n'est-ce pas, cette épidémie, quand on était complètement... On est encore déboussolé, on va l'être encore plus demain, mais ça, on verra bien. Vous voyez, si ce n'est pas par la Covid, ça sera pas autre chose, mais bon. En gros, les gens, quand on ne les a plus fait chier avec les normes institutionnelles, ils ont fait leur boulot de façon admirable, incroyable, extraordinaire. Alors, on les applaudissait le soir, mais après, le matin, dans la boîte aux lettres, ils avaient un mot comme quoi ça serait mieux qu'ils aillent déménager ailleurs, parce que quand même, il y a des gens fragiles dans l'immeuble. On a quand même connu ce type de saloperie aussi, hein, vous savez ça. Bon. Donc, et c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, par rapport à ce que j'essaie de dire, moi, je termine peut-être là-dessus, pour qu'on puisse aussi laisser vos yeux, mais
quand je travaillais à l'hôpital, ça remonte déjà quelques décennies, j'avais un logement de fonction, etc. C'était un truc formidable. C'était un des premiers centres psychothérapiques de psychiatrie. Et on avait un médecin directeur, un directeur gestionnaire. Et c'était bien parce que le directeur gestionnaire, qui était très sympathique d'ailleurs, bon, il nous enquiquinait sur le budget, sur l'achat de ceci, sur l'achat de cela. Bon. Mais comme il y avait le médecin directeur, c'était le médecin directeur qui, in fine, comme sur un navire, vous avez le capitaine, n'est-ce pas, et le médecin, n'est-ce pas, c'était le médecin directeur qui, au nom du soin, sa décision prévalait. C'est comme ça, je raconte toujours parce que ça me marquera. J'avais en psychothérapie un patient assez malade, très très malade, et qui à un moment donné a voulu un chien. Bon, alors j'ai fait mon coup à la sèche-haille, vous savez, à la pomme, à la réalisation matérielle du symbolique, et j'ai négocié pour qu'il ait son chien. Et alors, à l'époque, bon, vous imaginez maintenant, hein, à l'époque, donc, j'ai dit au médecin directeur, bon, écoute, tu sais, il faudrait absolument qu'il ait un chien. Il dit, oui, je vais être obligé quand même de le faire passer. Il y a une espèce de conseil administratif de surveillance et autres de cet hôpital. Et on a dit, pas question, machin. Bon, puis finalement, il a dit, non, c'est important pour Gori, psychothérapie, etc. Et donc, on a eu droit à ce que je puisse dire à mon patient, ben, oui, vous allez avoir un chien. Alors, le médecin directeur, et surtout, tu lui dis qu'il prenne un petit chien. Bien sûr, il a pris un chien loup. Enfin, bon. Mais, vous voyez, il y avait... Non, mais c'est très important, parce qu'aujourd'hui, les gamins, s'ils font la cuisine, on va leur interdire de manger leur plat ou de... si vous voulez, de les partager avec d'autres, parce que ça n'obéit pas, n'est-ce pas, ça n'obéit pas aux règles de l'hygiène. Marie-Josée pourrait vous parler comment à l'hôpital, elle travaillait pendant des décennies aussi, n'est-ce pas, l'accréditation pouvait dépendre de la manière dont se croisaient le linge propre et le linge sale. Je ne dis pas que ce n'est pas important, vous avez bien compris ma défense de l'hygiène publique, ne serait-ce que parce que si vous lisez l'histoire de l'hygiène publique, vous apercevrez que c'est extrêmement important, puisque c'est le moment où les médecins ont pu faire reconnaître par la société la part qui était la sienne dans les conditions de travail qui rendaient les ouvriers malades. Donc, je ne vais pas compter pas sur moi pour rajouter l'hygiène publique. Vous voyez. Mais en arriver là, ce n'est pas l'hygiène publique, c'est une formalisation des normes afin de soumettre les gens et de leur faire croire que la valeur est déterminée par des indices quantitatifs. Et c'est ça qui vient, pourquoi ? Parce que nous ne nous donnons pas les moyens de penser ensemble. Bon, j'espère qu'on finira par y parvenir. Merci beaucoup, Roland Gori. Vous êtes exactement comme je vous imaginais après avoir lu votre livre, Exposé passionné et livre passionnant. Alors, nous avons quelques minutes pour quelques questions, un petit quart d'heure. Soyez synthétique, s'il vous plaît, le plus possible. Pas de micro. Non. Non. Non, parce que sinon, j'ai connu ça parce que j'étais aux Bibliothèques idéales de Strasbourg et j'ai dit à Wolf Hermann, qui a aussi une très belle librairie, mais tu passes pas le micro pour que les gens posent des questions. Il m'a dit, si tu passes le micro, ils me font fermer. D'accord. donc effectivement, il faut le dire fort et il peut répéter à ce moment-là. Voilà, allez-y, parlez assez fort. Je vais essayer de parler assez fort. C'était pour en revenir sur le modèle de l'hôpital dont vous avez parlé, de la destruction par les managers de toute la responsabilité, enfin, pas seulement de la responsabilité, mais il n'y a pas que ça à l'hôpital. Il n'y a que maintenant, on oblige les gens à travailler sur des protocoles. Et alors le protocole, pour moi, c'est la disparition complète de l'intelligence du soignant par rapport à son malade. Et ça, je trouve ça scandaleux. Et avec la judiciarisation actuelle, si vous n'avez pas respecté le protocole qui a été établi, même si votre conviction profonde était que ce malade-là, on ne le soignait pas comme ça, eh bien vous allez être condamné par un tribunal. Et ça, je trouve que c'est absolument scandaleux. C'est la perte de l'intelligence du soignant. Le protocole, c'est un désastre pour moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un certain nombre de règles qu'on doit suivre quand on s'occupe d'un patient, mais se fier exclusivement au protocole pour éviter toute sa responsabilité, ça, c'est mortel. C'est un très bel exemple, ce que vous venez de donner. Je vous en remercie.
C'est un très bel exemple parce qu'effectivement, quand je parlais de normalisation, je pensais aussi à la protocolisation. Et prenez par exemple l'EBM, l'Evidence Based Medicine, la médecine des preuves. Au départ, l'EBM, c'est des patrons de médecine interne canadiens qui, en gros, essaient de mettre au point, si vous voulez, une espèce d'arbre différentiel de questions que peuvent poser un interne à un service d'urgence pour essayer d'aboutir à un diagnostic et une orientation dans un service. C'est un protocole, mais il a toute son utilité. Hein. Mais qu'est-ce que ça devient? Ça devient non pas, en gros, l'aide qui peut permettre à des internes dans un service d'urgence de s'orienter à une boussole, ça devient le moyen par lequel on va qualifier ou disqualifier les soignants, et ça devient le moyen par lequel, en quelque sorte, on va prescrire les comportements qu'ils doivent accomplir sans tenir compte de la pensée du soin. Et donc on voit bien comment, vous voyez, donc là, ça fait le lien par rapport à ce que vous avez dit, n'est-ce pas, ce que vous venez de dire. En gros, on voit bien comment quelque chose qui peut être utile va se trouver recyclé comme étant le moyen de domination sociale et de prolétarisation du professionnel. Et ça, vous l'avez partout. C'est ce qu'on a d'ailleurs dénoncé à l'appel des appels. Partout, vous avez cette prolétarisation. Et je vous demande juste de faire cet effort, parce que j'étais peut-être pas très bon, étant un peu fatigué par tout le voyage, mais quand même, vous voyez, ce sur quoi j'essaie d'insister, c'est quand même cette idée que ce n'est pas le protocole qui est mauvais en soi. C'est qu'en gros, son utilisation comme moyen de servitude et son utilisation comme moyen de commandement vient sur les ruines de la pensée du soin. Et ces ruines de la pensée du soin ne sont pas dues, cette destruction, aux soignants, mais sont dues aux conditions sociales qu'on leur donne pour faire leur boulot. Oui, c'est la concordance de l'autoritarisme et du déficit d'intelligence. Oui, mais avec l'ambition de soumettre les professionnels, de justifier les licenciements, de justifier l'augmentation du temps de travail, les économies, et de transformer progressivement. Il faut bien voir que le néolibéralisme, là je suis d'accord avec vous, c'est une croyance, c'est une métaphysique à laquelle on croit de moins en moins, mais qui a un pouvoir terrible parce que ça transforme progressivement, n'est-ce pas, les équipes en concurrentes et dans un hôpital entreprise. Et donc, en gros, l'hôpital ne sert plus qu'à faire des bénéfices. On se demande bien pourquoi il soigne. Il devrait plutôt directement placer son argent sur le marché. Question? Oui, vas-y. Bruno. Oui, tu as parlé des croyances. Tu as parlé des croyances et l'un de vous deux a dit on a des dirigeants qui croient à la technique. C'est complètement faux, ça. Ils ne croient ni à la technique, ni au progrès, ni à tout ça. Ce qu'ils croient, c'est au taux de profit. Et tu n'as pas parlé, c'est quand même la finance et le fait que la recherche du profit maximum qui est en train de à la fois la science, la technologie, l'hôpital, etc., etc. Donc, le taux de profit. Oui, non, mais Bruno, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je dirais que c'est presque relancer le débat alors pour une heure. Ça s'appelle la financiarisation. Ça s'appelle la financiarisation non seulement de l'économie, dont vous avez déjà entendu parler, mais de l'ensemble des comportements humains. Mais permettez-moi un exemple personnel, je ne peux pas aller à l'encontre, mais si les taux de primes qui sont alloués aux managers et aux dirigeants, entre guillemets, n'étaient pas aussi exorbitants, aussi importants, eh bien je crois que leur croyance et leur intérêt pour les réformes baisseraient en même temps. Parce que la part variable des salaires des directeurs d'hôpitaux, qui sont classés, j'en ai fait partie, donc je suis de l'ancienne génération, je peux en parler,
fait que certaines catégories sont classées aujourd'hui dans les ultra-riches, dans les riches. Donc je crois que c'est un paramètre qu'il ne faut pas perdre de vue, que cette fonction des primes, puissamment incitative, entre guillemets, a une forme de, voilà, outrancière dans les comportements et dans les réformismes. C'est ma conviction. Mais si tu veux, Bruno, quand j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai pris par ce bout-là. Mais bien sûr, c'est très important, parce que ta question relance des choses, mais sur plusieurs heures de travail, je dirais. Mais je l'ai pris par le bout de la valeur. C'est-à-dire à partir du moment où, en quelque sorte, la valeur peut être donnée par un indicateur quantitatif, c'est le point où, je dirais, la qualité devenant une propriété émergente de la quantité, ce qui en résulte dans ce dispositif de conversion, c'est la possibilité de traduire le langage de machine en langage monétaire. Il y a tout un travail qui avait été fait, que je cite souvent, de Jean-François Lyotard là-dessus, sur aujourd'hui la disparition du narratif, du récit, au profit du non-narratif, ce qui est compté, mais pas pour des raisons épistémologiques, pas pour des raisons philosophiques, pour des raisons sociales et politiques, c'est-à-dire la possibilité qu'une unité déterminée, enfin une quantité pour aller vite, elle est plus facile. En gros, c'est le même langage. Le langage administratif, le langage technique et le langage financier, ils parlent le même langage. Écoute, tu l'as vu à l'université, pardon. Tu l'as vu à l'université, moi je l'ai vu à l'université. Comment s'est fait la collusion entre l'administratif, le financier, entre guillemets, et le scientiste pour aller vite? C'est qu'ils parlent le même langage. C'est qu'ils croient qu'en quelque sorte, n'est-ce pas, la valeur est donnée comme unité quantitative. Elle se mesure. À partir de ce moment-là, c'est foutu. Alors qu'effectivement, dans certaines disciplines, pas les tiennes, qui sont des disciplines dures, nobles, etc., mais la mienne, par exemple, il va de soi que la psychanalyse a mauvais genre. Elle part de la parole, elle ne promet pas l'efficacité, elle ne peut pas en quelque sorte se mesurer par des indicateurs quantitatifs, n'est-ce pas? Elle demande du temps, parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais dans le bouquin sur la temporalité, c'est essentiel, elle demande du temps. Alors, comme le disait Jean-François Lyotard, dans un univers où le succès de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, d'en faire perdre. Bon. Donc, effectivement, la psychanalyse est une invitation à penser. Ça ne veut pas dire que les psychanalystes réussissent toujours, ça c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, la méthode analytique, elle est une invitation à penser. Oui. Donc oui, je suis d'accord avec toi, mais voilà, bon, le lien à partir duquel on pourrait développer ce que tu viens de dire, de la financiarisation, qui encore une fois n'est pas la financiarisation que de l'économie, mais la financiarisation de l'ensemble des secteurs de l'humanité, ça passe par là. Par exemple, qu'est-ce qui va faire que mon émission, ma conférence, en quelque sorte, sera évaluée positivement? C'est le nombre de gens qui auront assisté et la cotation qu'ils peuvent donner si Christian distribue un questionnaire d'évaluation. Non, mais ça y est, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle la logique d'audimat. Bourdieu avait fait un travail formidable pour montrer que la télévision relevait d'une logique d'audimat, c'est-à-dire l'introduction, le cheval de Troie, n'est-ce pas, du marché dans un secteur de l'existence médiatique. À partir de ce moment-là, Berlusconi, c'est mieux que la RAI. C'est foutu. Et ça, ben justement, si vous voulez, à l'extrême, c'est ce que ça donne aujourd'hui, la politique. C'est la com. Alors vous avez comme ça, on ne sait pas du tout s'il faut fermer les bars et les restaurants à Marseille, on n'en sait rien. Bon, mais du coup on nous dit, ah oui, mais le ministre de la Santé voulait fermer, mais le président de la République avait dit, mais vous n'avez pas emmerdé les Français. Ben, attendez, où on est là? Non, mais sérieusement, où on est? On est dans un univers de médecins, de soignants, si vous voulez, de responsables politiques et autres, et on va entendre des trucs comme ça.
Moi, j'en sais rien. On en parlait Marie-Josée qui est médecin de formation. Bon, en gros, peut-être que si on est dehors, on peut peut-être rester à distance et autres, c'est possible. Pas la même chose que si on est confiné effectivement dans un bar ou un restaurant. Bon, mais on va pas se mettre à dire on va pas embêter les Français. Non mais où est non mais attendez, où est le sacré de la parole politique dans quelque chose comme ça? Non, je vous rassure, hein, je ne voudrais pas que vous me pensiez férocement anti-macronien, parce que de toute façon, ce qu'on a eu avant, ce n'est pas terrible non plus. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que depuis... Mais ce n'est pas même la faute de ces personnes, que je préfère ne pas nommer, c'est qu'en gros, ils émergent dans un champ symbolique dont j'ai essayé de vous montrer, maladroitement sûrement, mais qu'il était effondré. Et que c'est pour ça... Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des effondrements déjà qui ont eu lieu. À Marseille, on a eu des morts quand même, effondrement des immeubles, mais qu'on a des effondrements à venir. Pourquoi? Là aussi, je pars d'une phrase, si vous voulez, dans l'ouvrage, qui est citée par Jean-Pierre Vernant, historien que j'aime beaucoup d'admiration pour Vernant, n'est-ce pas, qui cite Ignace Meyerson, n'est-ce pas, philosophe, et qui disait « L'esprit est dans les œuvres ». C'est-à-dire que si vous cherchez l'esprit, c'est ce que vous faites, ce que vous construisez, ce que vous produisez, à la fois de matériel et de symbolique. Pour ça que, par exemple, vous avez une espèce de compliance entre le fascisme et le futurisme. Marinette, dans son éloge futuriste où il veut détruire Venise pour en faire une plateforme militaire, vous voyez, non, ou le Corbusier, par exemple, c'est le fonctionnalisme tel que politiquement peut le penser Mussolini, etc. Donc les choses sont compliquées. Il faut pas... Encore une fois, on ne va pas... moi, mon souci, c'est de comprendre, c'est de penser. C'est pas de jeter l'anathème sur un tel ou un tel. C'est pas ça. Non. Nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, un drame lié à l'incurie de notre capacité à inventer un nouveau paradigme symbolique pour penser les défis que pose la modernité. Donc c'est simplement ça que j'ai essayé de transmettre, sans doute avec beaucoup de maladresse, mais vous avez été gentil, vous m'avez supporté. Bonjour. Salut Monique. J'ai beaucoup aimé ton terme de substance éthique. Je trouve très juste. Et Lacan, dans son séminaire d'éthique, avait annoncé dès les années 60 une civilisation à venir de la haine et du règne de la bureaucratie dans lequel on est totalement plié tous les jours de plus en plus. Et ton idée aussi de répétition de mécanismes acquis pendant la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme est aussi très intéressante. Et j'associe aussi, j'ai cette phrase d'Adorno qui disait Auschwitz a fait rentrer au pas de charge l'humanité dans l'inhumanité. Voilà. Et je pense aussi qu'il nous faut essayer de réfléchir au-delà de pouvoir inventer quelque chose, puisque cela ne va pas être accepté, puisque ce n'est pas pris dans les mécanismes pervers. Je pense que ce qu'il nous faut réfléchir, c'est comment arriver à émerger ou sortir d'un système totalement pervers. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. La question qui est extrêmement difficile, et René l'a aussi, et René Duclos l'a aussi évoqué, c'est en gros comment changer tout ça. Que faire, comme disait Lénine. Que faire, comme disait Lénine. Bon. Ce qui est intéressant, moi qui n'aime pas beaucoup Lénine parce que c'est un admirateur de Taylor, et donc un productiviste pour aller très vite, faire l'éloge de la production, je lui reconnais au moins la qualité d'avoir prononcé cette phrase. Que faire? Il faut rêver. C'est très important parce que le rêve, c'est pas la rêverie, c'est pas la rêvasserie. Le rêve, c'est la capacité de penser sans le savoir. Combien de problèmes de mathématiques ou autres ont été résolus par des rêves, combien de prototypes, je pense à Newton, qui était d'éléments de physique ont été produits par des rêves. Je crois que c'est qu'en gros, alors bon là aussi, mais là j'en ai pas du tout parlé,
parce que là, c'est pareil, il faudrait 1 heure, mais j'en parle beaucoup dans le bouquin, sur la notion d'utopie. Si vous voulez, la notion d'utopie, justement, comment est-ce qu'on peut changer les choses, elle est posée la plupart du temps sur cette manière linéaire de penser le temps, c'est-à-dire, en gros, l'utopie est ce qui nous permet de penser ce que sera le futur, c'est-à-dire que les lendemains qui chantent. C'est pas du tout mon point de vue. Ça, à mon avis, on tombe là dans le pseudo-progressisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on va penser que demain, ça sera mieux. Et d'ailleurs, Hannah Arendt a une très belle critique de... pas Hannah Arendt, pardon. Simone Weil a une très belle critique de Marx, là où elle dit « Marx décrit si bien l'aliénation sociale qu'on se demande comment on pourrait en sortir. » C'est-à-dire qu'en gros, si vous tombez... Vous voyez, si vous tombez... Il y a des choses... Enfin, le marxisme est un monument théorique extrêmement important aussi, et une pratique aussi. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que Marx est pris aussi, ça c'est encore 1 heure si on se lance là-dessus, mais il est pris par l'idéologie de l'évolution, le matérialisme historique, etc. Et il est pris aussi par l'idéologie de l'économisme. Et donc il y a cette idée que les contradictions, à la suite d'Hegel bien sûr, mais les contradictions vont finir par aboutir à la libération du prolétariat. Rien n'est moins évident. Et là-dessus, je suis beaucoup plus proche de Benjamin. Alors, là, si vous, j'en parle beaucoup dans le bouquin, mais on pourra en parler pendant des heures. Parce que j'adore chez Benjamin, c'est qu'il est pris entre 3 courants. 3 courants. Alors, son copain, justement, il y a le courant Brecht, le marxisme. Il y a le courant du messianisme juif. Et il y a le courant de la révolte romantique. Et c'est très intéressant parce que ça, c'est ce que Stéphane Moses a très très bien par rapport à Scholem, parce qu'il y a les livres de Scholem qui sont formidables. C'était l'ami, si vous voulez, de Benjamin. Scholem lui avait trouvé un poste à Jérusalem, les bourses, etc. Bon, et Scholem se désolait parce qu'il y avait la mauvaise influence du marxisme. Et je crois que c'est ce qu'il n'a pas compris, et c'est ce qu'a bien compris Stéphane Moses, c'est que justement, ce qui était génial chez Benjamin, c'est qu'il ne pouvait pas basculer dans un parti, qu'il soit le parti, entre guillemets, du messianisme juif, ou que ce soit le parti du marxisme, etc., parce qu'il était pris dans des contradictions. Ceci pour vous dire quoi? L'utopie, chez Benjamin, justement, c'est la capacité de se saisir des virtualités locales pour faire surgir des possibilités d'un avenir inédit. Et l'utopie, du coup, c'est pas placé au bout du chemin. Et là, ça rejoint les éléments de la psychanalyse, effectivement. C'est-à-dire, en gros, c'est pas un projet. Non, l'utopie, en gros, c'est à un moment donné ce qui n'est pas dans ce qui est et que l'on peut faire advenir d'une certaine manière. Et la véritable révolution, chez Benjamin, elle passe par là. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous permet de comprendre la sympathie, quelles que soient par ailleurs les critiques qu'on peut faire, mais la sympathie que les Français ont pu avoir par rapport aux Gilets jaunes, par exemple, au printemps. Parce que d'un coup, ils ont trouvé des citoyens qui étaient capables d'inventer quelque chose là où tout semblait dans l'impasse. Et qui se sont donc saisis, si vous voulez, d'un élément pour pouvoir faire advenir quelque chose qui n'était pas encore. Bon, on peut critiquer, on peut être pour, on peut être contre, c'est pas le problème. Ce que moi je voudrais essayer de vous montrer, c'est que là, il y a vraiment quelque chose. C'est comme la commune. Dans la commune, comme la Révolution française. Il y a des moments dans l'histoire où effectivement, l'utopie est ce qui permet de faire advenir une autre histoire. Je crois que la commune, la Révolution, les Gilets jaunes, d'autres, je ne vais pas faire la liste, mais ont constitué des moments où l'utopie a fait entendre suffisamment sa voix pour que quelque chose s'écrive. Voilà. Si vous le voulez bien, nous allons rester là et remercier beaucoup Roland Gori et vous inviter à la lecture de son livre qui est passionnant. Il vous a dit beaucoup de choses,
Mais vous découvrirez encore des trésors dans sa pensée, dans ses commentaires. Merci. Merci. L'ouvrage de Roland Gori « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances » est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Chez ce même éditeur, il a aussi publié La fabrique des imposteurs en 2013, L'individu ingouvernable en 2015 et Un monde sans esprit en 2016. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 18 septembre 2020 à la librairie Ombre Blanche.